Ma soirée de célibataire. Je l'ai passée à repasser mon costume pour le mariage de demain. Mais c'est à ce moment-là que j'ai reçu une vidéo de ma fiancée, Suantan. Dans la vidéo, sa chemise était à moitié ouverte. Une trace de rouge à lèvres inconnue marquait sa clavicule. Et ses amis l'acclamaient follement à côté. T'es capable d'envoyer « tu me manques » à ton ex? Si tu perds, tu enlèves un vêtement. Juste après, elle a envoyé un message vocal avec une voix ivre. C'est juste un jeu. Après l'avoir écouté, impassible, j'ai annulé le mariage. Et j'ai transféré la vidéo et l'audio à tout le monde. Un froid règlement de compte venait de commencer. Alors que mes doigts frôlaient le costume. Suspendu en plein milieu du dressing. C'était un costume noir corbeau. Demain devait être mon mariage avec Suantan. L'air semblait encore embaumé du parfum délice. Mêlé à l'odeur de cuir des meubles neufs. Tout était parfait, comme dans un rêve. Mais c'est à ce moment-là que l'écran de mon téléphone s'est allumé en silence. Suivi de vibrations continues et bourdonnantes. Comme un vent malveillant brisant la tranquillité. J'y ai jeté un coup d'œil. C'était le groupe des amis de Suantan. Nommé « La folle soirée de la reine tentant avant le mariage ». Suivi d'une série d'émojis exagérés. En voyant ça, un léger sourire a effleuré mes lèvres. Me disant que Wantan devait encore être retenu par leurs bêtises. J'ai donc posé le fer à vapeur et pris mon téléphone. Prêt à voir ce qu'elle tramait encore. Mais au moment où mon doigt a déverrouillé l'écran, un frisson glacial m'a parcouru la colonne vertébrale sans prévenir. Figeant instantanément tout mon corps. Ce n'était ni un texte ni un audio. Mais une vidéo en lecture automatique. L'éclairage y était flou et équivoque. La musique assourdissante. La caméra tremblait. Et a d'abord capturé le visage de Linrao. Elle portait un maquillage épais. Le visage plein d'excitation. Tenant une bouteille d'alcool à moitié vide. Je l'ai entendu hurler à la caméra, « T'as peur ? Suantan, putain, demain tu rentres dans la tombe. Si on ne fait pas de folie ce soir, on les fait quand ?» Ces mots à peine terminés. La caméra a brusquement tourné. Pour faire le point sur la star de la soirée. Ma fiancée, Suantan. Elle était assise sur un tabouret haut. Les joues rougies. Le regard vague. Ses traits d'ordinaire si doux semblaient déformés. Cette chemise en soie beige qu'elle portait. Je l'avais choisie moi-même pour elle. Mais maintenant, la chemise était toute froissée. Les 3 premiers boutons grands ouverts. Dévoilant une grande partie de sa peau blanche et ses clavicules délicates. Et juste là, dans le creux bien visible de sa clavicule. Une trace de rouge à lèvres d'un rouge criard. Comme une marque hideuse. A violemment frappé mon regard. C'est alors que la voix stridente de Shen Qian a retenti, « Wantan ? Action ou vérité ?» Elle se pressait contre Suantan. Le visage tordu par une excitation incontrôlable. En entendant ça, Suantan a simplement souri bêtement. Le corps légèrement titubant. Avec une nonchalance que je ne lui connaissais pas. Elle a tendu un doigt aux ongles peints en rouge vif. Et a pointé au hasard la bouteille vide sur la table. « Assez. Action. » a-t-elle dit en traînant sur les mots. D'une voix pâteuse. « Bien. » Linrao a frappé violemment la table. Elle s'est penchée vers Suantan. Les yeux brillants de malice. Puis, d'une voix couvrant le bruit de fond, elle a crié. « T'es capable d'envoyer un message à ce contact en rap dans ton téléphone ? Écris juste, frère Ming. Après tout ce temps séparé, tu me manques toujours. Envoie-le maintenant. » En entendant le nom de Ming, mes pupilles se sont brusquement contractées. J'avais déjà vu ce pseudonyme. Dans les contacts du téléphone de Suantan. Dans un coin discret. Épinglé en haut de la liste grâce à l'ajout du « A ». J'avais posé la question une fois. Elle m'avait répondu que c'était juste un ancien camarade. Mais en cet instant, ce nom, comme empoisonné, s'est planté violemment dans mon cœur. À ce moment, la voix excitée de Zhao Fei a retenti hors champ. « Envoie. Envoie vite, Jingbian. S'il voit ça, la scène serait trop belle, je n'ose l'imaginer. » Elle tenait son téléphone en l'air. La lumière de l'écran éclairant son sourire tordu. Et Suantan s'est mise à glousser.
Sans la moindre hésitation. Avec même une pointe de folie. Elle a réellement sorti son téléphone. Tapotant maladroitement sur l'écran. Quelques secondes plus tard, elle a relevé la tête. Et a agité l'écran face à la caméra. On y voyait clairement la confirmation d'envoi. Et cette phrase flagrante, frère Ming, après tout ce temps. Tu me manques toujours. La salle a instantanément explosé en cris assourdissants. Comme si elle venait d'accomplir un exploit incroyable. Juste après. Shen Qian a soudainement bondi en hurlant, enlève. 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 Pointant le décolleté ouvert de Xu Wantan, elle criait pour l'encourager. Quand on perd, on assume. Le gage, c'est d'enlever un vêtement. Celui d'en dessous. Vite, enlève-le. On parie, on perd, on paie. Lin Rao s'est mise à frapper dans ses mains et à hurler. Le regard brûlant comme un fer rouge. Tandis que la caméra de Zhao Fei tremblait d'excitation. Fixée sans relâche sur Xu Wantan. Le sourire de Xu Wantan s'est figé un instant. Elle a jeté un regard embrumé par l'alcool autour d'elle. Observant ses visages rougis par l'alcool et la malice. Elle a hésité un court instant. Mais au milieu de cette vague de hurlements frénétiques, enlève. 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 Son hésitation fut aussi fragile qu'une bulle. Elle semblait emportée par cette immense vague. Engloutie par cette euphorie destructrice de groupe. Un sourire teinté d'autodestruction s'est dessiné sur ses lèvres. Puis elle a levé la main, non pas pour boutonner sa chemise. Mais pour poser les doigts sur le 4e bouton. C'est alors que l'écran est devenu brusquement noir. La vidéo était terminée. Le dressing a été instantanément plongé dans un silence de mort. Seul le son lourd de mon cœur battant contre mes côtes restait. Frappant violemment mes tympans à chaque battement. Ce costume soigneusement repassé sur la planche. Reflétait un éclat glacial sous la lumière blafarde. C'est alors que mon téléphone a vibré une nouvelle fois. C'était un message vocal de Xu Wantan. Mes doigts étaient froids et raides. Presque insensible, j'ai ouvert le message vocal. Les paroles pâteuses et ivres de Xu Wantan en sont ressorties clairement. Chaque mot était comme un éclat de verre enrobé de miel. Broyant cruellement mes nerfs. Jingyan, te fâche pas. C'est juste un jeu. Elle faisait juste les folles. Moi, demain, je serai une mariée magnifique pour toi. C'est juste un jeu. Juste ça. J'ai murmuré ces quelques mots à voix basse. Ma voix était aussi rauque que du papier de verre frottant ma gorge. J'ai levé la tête. Le miroir reflétait un visage. D'une pâleur cadavérique. Dans mes yeux bouillonnait une tempête noire capable de tout réduire en cendres. Au cœur de cette tempête se trouvait une douleur extrême. Un abîme brisé après avoir été instantanément gelé. J'ai brusquement saisi mon téléphone, mes articulations blanchissant. Mes ongles s'enfonçant presque dans l'écran froid. Sans la moindre hésitation, sans aucune once de regret. J'ai ouvert ce groupe nommé la folle soirée de la reine tentant avant le mariage. Mes doigts ont tapé sur l'écran. Chaque lettre était comme une lame de glace tranchante. Portant la résolution de tout couper net. À tous, le mariage est annulé. Effet immédiat. Ne me dérangez pas. Envoyé. Puis, d'un geste rapide, j'ai transféré ce message, accompagné de cette vidéo humiliante. Et de ce message vocal, c'est juste un jeu. À tous mes contacts. Impliqués dans ce mariage. Nos 2 familles. Tous les proches. Les amis, les collègues. Le directeur de l'hôtel. L'organisateur du mariage. Le maître de cérémonie, le photographe, le caméraman. Mon doigt est resté suspendu au-dessus du bouton d'envoi pendant une fraction de seconde. La seconde suivante, j'ai appuyé lourdement. BZZ, mon téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement. Les notifications s'enchaînant en un flux ininterrompu. L'écran a été instantanément submergé de points d'interrogation. Et de points d'exclamation. Je n'ai pas regardé. Impassible, j'ai mis le téléphone en sourdine. Et l'ai posé face contre la planche à repasser froide. Comme si je ne cachais pas mon téléphone. Mais mon passé qui venait d'être complètement brisé. Ensuite, je me suis retournée. Mon regard s'est de nouveau posé sur le costume noir.
La dernière once de chaleur dans mes yeux a totalement disparu, ne laissant qu'un froid mécanique. J'ai tendu la main et agrippé brusquement ce tissu luxueux, en tirant de toutes mes forces. Le bruit strident du tissu déchiré a déchiré le silence. Le devant de la veste a été violemment lacéré, formant une entaille hideuse. J'ai regardé le costume ruiné dans mes mains, comme on regarde une illusion en lambeaux. Et je l'ai jeté à mes pieds comme un déchet. Puis je me suis approché de la fenêtre. Je l'ai ouverte. Le vent glacé d'une nuit d'automne s'est engouffré, ébouriffant les mèches sur mon front, et balayant la dernière trace de parfum de lys de la pièce. J'ai allumé une cigarette. La braise rougeâtre vacillant dans l'obscurité. Dans la fumée, j'ai contemplé la ville sous mes pieds. Mon regard perçant comme celui d'un aigle à traverser la nuit, se verrouillant précisément à l'autre bout de la ville. Sur ce club de divertissement qui puait la décadence. Là-bas, la fête continuait. Mais ici, une froide et méthodique vengeance ne faisait que commencer. Les cendres tombaient en silence. Mon téléphone vibrait encore sur la planche à repasser, comme une luciole à l'agonie. Je ne me suis pas retournée, laissant le froid fouetter mon visage comme une lame. Étrangement, cela a apaisé la rage sanguinaire qui bouillait dans ma poitrine. La cigarette s'est consumée. J'ai envoyé d'une pichenette précise le mégot dans la nuit. La petite lueur rouge instantanément avalée par l'obscurité. Puis je me suis retournée, d'un mouvement sans la moindre hésitation. Et je suis allée directement dans la chambre. J'ai ouvert le placard. Et j'ai sorti du fond un sac de voyage noir un peu usé. Le bruit de la fermeture éclair a semblé particulièrement strident. À l'intérieur, point de vêtements, mais quelques costumes sombres. C'étaient mes armures de prédilection pour la table des négociations. À côté reposait un porte-documents, en cuir marron foncé, dont les coins étaient déjà un peu usés. J'ai sorti un costume, enfilé le tissu froid contre ma peau, ce qui m'a apporté un étrange réconfort. J'ai pris le porte-documents, mes doigts effleurant la couverture. Puis je l'ai ouvert. Il ne contenait pas de documents commerciaux. La première page montrait clairement une capture d'écran d'un groupe, dont le nom était « La folle soirée de la reine Tantan ». Avant le mariage. En dessous étaient listés 4 noms, Suantan, Lin Rao, Shen Qian et Zhao Fei. Derrière chaque nom, leurs informations détaillées étaient notées au stylo rouge. Identité, travail, adresse, informations sur leurs partenaires, et même plaque d'immatriculation. D'une précision effrayante. Les traits au stylo rouge se dressaient comme des lames. Sur le nom de Suantan était dessinée une énorme croix. La deuxième page était le dossier de Lin Rao. Les données commerciales de son agence de relations publiques dont elle était si fière. La liste de ses principaux clients des 3 dernières années. Les projets cruciaux en cours. Et même plusieurs opérations financières de son entreprise. Des manœuvres douteuses qui ne supporteraient pas un audit. Le tout écrit serré. Détaillé point par point. Page 3, Shen Qian. Son mari. Zhang Bin, chef de section adjoint au bureau des impôts du district. Son nom était encerclé. Suivi de quelques petites lignes en dessous, listant les allées et venues fréquentes de Zhang Bin sur les 6 derniers mois. Dans une résidence de luxe. Ainsi que le nom d'une femme inconnue. Et son lieu de travail. À côté, il y avait le numéro d'immatriculation fiscale du studio de yoga de Shen Qian. Page 4, Zhao Fei. Une capture d'écran du site du département des arts de l'université de Nanjiang où elle enseignait. Les titres de ses articles dans les grandes revues sur sa page personnelle étaient surlignés en rouge. En dessous se trouvaient des liens et captures d'écran de forums académiques où étaient disséminés des doutes anonymes sur la véracité de ces données. Mon regard a scanné les pages avec la précision d'une machine. Ligne par ligne. Sans colère. Sans émotion. Seulement avec une concentration quasi glaciale. Ces dossiers. Je les avais réunis discrètement. Au cours des derniers mois. Poussés par une prudence instinctive. Née des blessures du monde des affaires. Je n'avais jamais pensé que je devrais m'en servir un jour.
Tout comme personne ne souhaite que son arme d'autodéfense finisse par poignarder ses proches. Mais aujourd'hui, cet instinct de prévoyance est devenu ma seule bouée de sauvetage. J'ai refermé le porte-documents avec un léger claquement. Puis j'ai pris mon téléphone, ignorant les centaines de messages non lus et les dizaines d'appels manqués. J'ai ajouté sur Wantan, Lin Rao, Shen Qian, Zhao Fei et tous leurs contacts sur ma liste noire. Le monde est instantanément redevenu calme. J'ai pris mon sac de voyage et j'ai jeté un dernier regard à cette maison conjugale. L'hélice dégageait un parfum de décomposition. J'ai ouvert la porte et suis sorti, sans me retourner. La lourde porte blindée s'est refermée derrière moi. Dans un bruit sourd, coupant net le pont avec ce passé tout juste enterré. À 3 heures du matin, ma voiture est entrée dans le centre-ville, dans le parking souterrain d'un immeuble de bureaux. L'ascenseur m'a mené directement au dernier étage. Zhu Zeng, mon associé au cabinet d'avocats et ami de longue date, m'y attendait déjà. Il portait un t-shirt froissé, visiblement tiré du lit à la hâte. Mais son visage ne montrait aucun signe de fatigue. Seulement de la gravité. Il m'a regardé entrer, poser le sac de voyage sur le bureau, puis sortir ce porte-documents et le pousser vers lui. Vieux, ma voix était d'un calme imperturbable, mais d'une froideur métallique. Fais 2 choses pour moi. Zhu Zeng a ouvert le dossier. Il n'a jeté qu'un coup d'œil. Et ses sourcils se sont froncés, son visage s'assombrissant. Il a levé la tête vers moi, avec mon visage livide et mes yeux de glace, et a instantanément compris. Il n'a pas posé de questions stupides. Dis-moi. La voix de Zhu Zeng s'est aussi assombrie, adoptant le sang-froid d'un avocat. Premièrement, mon doigt a tapé sur le nom de Suantan. Mon mariage avec elle est purement et simplement annulé. Tous les cadeaux de mariage, surtout la dot de 880 000 yuan et les bijoux en or. Je veux tout récupérer. Selon le code civil, tu as les preuves. J'ai marqué une pause. J'ai sorti une clé USB de la poche intérieure de ma veste et l'ai posée délicatement sur le dossier. Il y a les relevés de virements bancaires, les reçus des bijoux et la preuve de la cause directe de l'annulation du mariage. Zhu Zeng a pris la clé USB sans rien demander et a simplement hoché la tête. Compris. Stratégie de litige. Je rédige ça tout de suite. On demandera une saisie conservatoire immédiate pour éviter qu'elle ne dissimule des fonds. Ces biens immobiliers et comptes bancaires ne nous échapperont pas. Deuxièmement, mon doigt s'est déplacé et s'est posé sur les dossiers de Lin Rao, Shen Qian et Zhao Fei, avec un regard aussi tranchant qu'une lame. Je veux que ces 3 la paient. Le prix à payer doit être à la hauteur de leur petit jeu de ce soir. En toute légalité. Sans laisser de traces. Le regard de Zhu Zeng a balayé les 3 pages. Il a réfléchi un instant avant de dire, l'entreprise de Lin Rao. Les impôts et les pots de vin sont notre angle d'attaque. Ça suffira à la mettre en faillite. Pour Shen Qian, on balance les casseroles de son mari. Ça suffira à la ruiner. Quant à Zhao Fei, il suffit de secouer un peu ses histoires de fraude académique. Et son poste de professeur associé sautera. Il m'a regardé et a demandé. Niveau d'intensité maximum? Ma voix était catégorique. Sans la moindre émotion. Je veux qu'elle tombe du ciel jusque dans la boue. Incapable de s'en relever. Zhu Zeng a pris une profonde inspiration et refermé le dossier. Laisse-moi faire. Je réglerai ça de la manière la plus propre et la plus tranchante. Il a hésité un instant. Puis m'a regardé. Et toi? Je me suis approché de l'immense bail vitré, lui tournant le dos, regardant par la fenêtre. La lueur blafarde de l'aube pointant à l'horizon. La faible lumière du matin dessinait ma silhouette solitaire. J'ai esquissé un sourire du coin des lèvres. Un sourire froid et acéré. Je vais bien. Plus lucide que jamais. Maintenant, la partie commence. Pendant ce temps, Suantan se réveillait enfin de sa gueule de bois. Elle a été tirée de son sommeil par un mal de crâne atroce. Et les vibrations de son téléphone.
Son esprit semblait embourbé dans un marécage. Elle a péniblement ouvert les yeux. Sa vue est restée floue un moment, avant de se fixer sur le plafond inconnu de l'hôtel. Les souvenirs de la veille, comme des éclats de verre brisés, ont transpercé son esprit en désordre. La musique assourdissante. Les flashs aveuglants. La forte odeur d'alcool. Les rires hystériques de l'un Rao et des autres. Et ce stupide jeu, frère Ming. Après tout ce temps, tu me manques toujours. Et puis, les boutons de sa chemise. Une peur glaciale a soudainement étreint son cœur, la faisant bondir hors de son lit. Mon téléphone. Mon téléphone. A-t-elle hurlé d'une voix rauque. En cherchant frénétiquement, elle a fini par le trouver. L'écran débordait de notifications et d'appels manqués. Tout en haut figurait mon nom. Les doigts tremblants, elle a cliqué. Un seul message trônait, solitaire. Envoyé à 2h17 du matin. À tous, le mariage est annulé. Effet immédiat. Ne me dérangez pas. Suivi d'un fichier vidéo. Et de son propre message vocal. La respiration de Suwantan s'est figée. Son sang semblant se glacer sur place. Elle n'osait pas ouvrir la vidéo. Rien que la miniature suffisait à la glacer d'effroi. Et elle osait encore moins écouter le message audio. Ce fameux « c'est juste un jeu ». Y repenser maintenant. C'était si stupide qu'elle aurait voulu s'étrangler. Non, impossible. A-t-elle murmuré. Ses doigts tremblaient tant qu'elle laissait presque échapper l'appareil. Appelant frénétiquement mon numéro, désolé. Le numéro que vous demandez n'est pas joignable. La voix électronique froide se répétait en boucle. Comme un couteau émoussé lui tranchant la chair. Appel vocal Wesha. Point d'exclamation rouge. Envoi d'un message, un autre point d'exclamation rouge. Elle était bloquée. Totalement et définitivement. Une panique monumentale l'a engloutie comme un raz de marée. Ignorant son crâne qui menaçait d'exploser. Elle est sortie de la chambre en titubant. Le salon était sens dessus-dessous. Lin Rao, Shen Qian et Zhao Fei étaient étalés en vrac. Sur le canapé et le tapis. Réveillés par la sonnerie de leur propre téléphone. L'air complètement perdu. Ferme-la. A marmonné Lin Rao en attrapant son téléphone. Elle a jeté un œil. Et s'est instantanément figée. Shen Qian et Zhao Fei ont aussi vu la tempête de messages. Et sont devenus livides. Mariage annulé? La voix de Shen Qian tremblait d'incrédulité. Regardant Suwantan, pâle comme un spectre, dans l'embrasure de la porte. Wantan, ce message, il est au courant? Suwantan a hurlé de désespoir. S'effondrant en larmes. Il sait tout. La vidéo, le message, il a tout vu. Il ne veut plus de moi. Il m'a bloqué. Lin Rao s'est levé d'un bond. Essayant de faire bonne figure, et alors, s'il le sait? C'était juste un jeu, non? Sérieusement, comment un homme peut-il être aussi susceptible? Wantan, ne panique pas. Je vais aller lui parler. Suwantan a regardé Lin Rao. Comme si elle était folle, sa voix montant dans les aigus. Lui expliquer quoi? Que la veille de mon mariage, j'ai envoyé ce genre de message à un autre homme? Ou comment, poussé par vous, j'ai failli me déshabiller? C'est de votre faute. C'est vous qui m'avez ruiné. Lin Rao est resté bouche bée sous les cris. Puis s'est énervé à son tour. Suwantan, sois un peu raisonnable. C'est toi qui as accepté de jouer. C'est toi qui as envoyé le message. Et tu as enlevé ces boutons toute seule. On t'a forcé peut-être? Si tu ne sais pas jouer, ne blâme pas les autres quand ça tourne mal. Jingyan t'a largué. Bien fait pour toi. Ça suffit. Zhao Fei a crié, essayant de les séparer. Des larmes dans la voix, elle a dit, arrêtez de vous disputer. À quoi ça sert de crier maintenant? Jingyan a envoyé la vidéo et le message dans le groupe. Mes parents, mon mari, mes collègues, tout le monde a vu. Je suis la risée de tous. Shen Qian. Les yeux rivés sur le message de son mari. Qui ne disait que 3 mots froids, on divorce. Ses jambes ont flanché. Elle s'est effondrée sur le tapis, le visage livide. Elle savait que ses beaux jours étaient terminés.
Un silence de mort a remplacé la dispute dans la suite. 4 femmes. Terrassées par une terreur immense et la froide réalité. Violemment mises à terre. Su Wantan a glissé le long du mur. Poussant un sanglot de désespoir. Le mariage de ses rêves, envolé. Le fiancé qu'elle aimait tant, disparu. Humilié devant tout le monde. Son monde venait de s'effondrer. Mais cet effondrement n'était que le début. De mon côté, j'avais changé de chaîne. Pas d'hystérie. Pas de noyade dans l'alcool. Seulement une efficacité quasi mécanique. J'ai déménagé de cette maison conjugale à un rythme glacial. Et j'ai loué une suite à long terme dans un grand hôtel du centre-ville. Les baies vitrées donnaient sur les rues animées. Mais à l'intérieur, seules les couleurs froides du noir, du blanc et du gris prédominaient. C'était devenu un centre de commandement sans âme. Zuzeng a agi avec une rapidité impressionnante. En moins de 48 heures. Une lettre officielle scellée par le cabinet en juin. Une lettre d'avocat. Avait déjà été envoyée par courrier express EMS. Et livrée chez Su Wantan. À cet instant, Su Wantan était recroquevillé sur le canapé de ses parents. Les yeux gonflés comme des noix. Épuisé à l'extrême. La sonnette a retenti. Sa mère a pris la lourde enveloppe. Une lettre d'avocat, pour Tantan. La voix de la mère dessus tremblait. Su Wantan a retiré sa main, comme brûlée. Son père lui a arraché l'enveloppe des mains. Et l'a déchirée brutalement. Noir sur blanc, c'était clair et glacial. Étant donné que notre client, Monsieur Jingyan, et Madame Su Wantan ont rompu leurs fiançailles, nous notifions officiellement Madame Su Wantan. Vous avez 7 jours à compter de la réception de cette lettre. Pour restituer la totalité de la dot de 880 000 yuan. Ainsi que la paire de bracelets en or. Et le collier en or. Passé ce délai, notre cabinet intentera une action en justice. Et demandera une saisie conservatoire immédiate. Les mots « saisie conservatoire immédiate » ont frappé la famille Su comme un coup de massue. Cela signifiait que la maison de Su Wantan, sa voiture et ses comptes en banque pouvaient être gelés à tout moment. Comment peut-il faire ça? A fondu en larmes Su Wantan. Tremblante de terreur et d'humiliation. Juste pour cet argent? Il veut me pousser au suicide? Juste de l'argent? C'est plus d'1 million. Le père de Su a claqué la lettre d'avocat sur la table basse. Et tu as l'audace de pleurer? Regarde ce que tu as fait. Tu as couvert notre famille de honte. Maintenant, ils ont des preuves et réclament leur argent, c'est normal. Su Wantan regardait ses parents se disputer. Puis cette froide lettre d'avocat. Elle avait l'impression que le monde entier s'écroulait sur elle. Jusqu'à l'étouffer. Ma vengeance avait frappé si vite. Si fort. Touchant exactement. Là où ça lui faisait le plus mal. Humiliation totale. Ruine financière. Et pendant ce temps, 3 autres chasses silencieuses avaient commencé en toute discrétion à travers la ville. Dans la salle de réunion de l'entreprise de l'Inrao. L'atmosphère était lourde comme la mort. Elle était assise en bout de table. Livide. 2 documents étaient étalés devant elle. L'un était une notification de Hongjuan Real Estate, annonçant l'annulation de leur appel d'offres et se réservant le droit de poursuivre l'agence en justice. L'autre était un avis de contrôle fiscal du Bureau des impôts. Madame Lin. Les centaines de milliers avançaient à Hongjuan. La voix de son assistante tremblait. Ferme-la. Lin Rao a frappé du poing sur la table. Les yeux injectés de sang. Trouvé qui a divulgué ses documents d'appel d'offres. Et ses comptes. Sœur Wang, elle s'est tournée brusquement vers la comptable. La voix stridente. Les comptes sont-ils en règle ou pas? La comptable Wang a blêmi. Les lèvres tremblantes, Madame Lin. Certains frais de consultation manquent de reçu. La vue de Lin Rao s'est troublée. Manquant de s'évanouir. Elle savait que c'était fini. Son plus gros client s'était envolé. Elle devait faire face à d'énormes compensations. Et l'épée de Damoclès de l'audit fiscal était au-dessus de sa tête. Si elle tombait, c'en était fini d'elle. Elle s'est effondrée dans son fauteuil.
La chaise en cuir de luxe devenant un instrument de torture glaciale. La soirée chaotique de la veille a traversé son esprit. Et un frisson glacial l'a parcouru de la tête aux pieds. C'est Jingyan, ça ne peut être que lui. Qui d'autre que lui pourrait avoir le pouvoir de lui trancher la gorge avec une telle précision? Le studio de yoga de Shen Qian était vide. Une affiche sur la porte disait « Réorganisation interne ». Fermée temporairement. Elle était assise sur le sol froid, serrant son téléphone dans sa main. Sur l'écran se trouvait le dernier message de son mari, Zhang. L'accord de divorce est prêt, signe-le. Séparons-nous en bons termes. La maison, je la garde. L'argent, on le divise. Je prends les enfants. Prends soin de toi. Aucune question. Aucune dispute. Juste un verdict glacial. Pas plus tard qu'hier. Zhang Bin avait été convoqué par la commission d'inspection disciplinaire. Juste après. Des captures d'écran de surveillance prouvant son infidélité ont été glissées anonymement sous leur porte. Ainsi que dans le bureau du supérieur de Zhang Bin. L'avenir de Zhang Bin est complètement ruiné. Et l'élément déclencheur de sa chute, c'est justement sa fameuse prestation lors de la soirée de célibat. Pour couronner le tout, les agents du fisc sont aussi passés voir son centre de yoga pour vérifier ses petites combines pour frauder. Ses faux comptes pleins de failles n'ont pas fait long feu. Plus de mari, plus de maison, et sa petite boutique est en péril. Shen Qian, serrant ses genoux, tremble comme une feuille morte en automne. Elle le regrette. Elle s'en mord les doigts. Pourquoi être allée à ce foutu enterrement de vie de jeune fille? Pourquoi les choses ont-elles tourné ainsi? Devant le panneau d'affichage de la faculté d'art de l'université de Nanjiang, un petit groupe s'est formé. Zhao Fei, pâle comme un linge, se tient en retrait, tenant à peine debout. Sur le panneau est affichée une lettre de dénonciation virulente. La lettre jointe détaille comment, pour devenir professeur associé, dans les thèses qu'elle a soumises, elle a commis de graves fautes académiques. Falsification de données clés, plagiat de graphiques importants, et citation massive sans source. Chaque accusation est étayée par des preuves solides. La lettre est anonyme, mais son effet est dévastateur. Elle a fait l'effet d'une bombe, et a été envoyée simultanément à la direction et à la commission académique. TSS, je n'aurais jamais cru que Madame Zhao soit ainsi. Elle avait toujours l'air si noble. En fait, tout est copié. Elle est finie. Elle risque même de perdre son poste. Les commérages autour d'elle transpercent les oreilles de Zhao Fei comme des aiguilles. Elle sent une infinité de regards braqués sur elle comme des projecteurs, pleins de mépris, de sarcasme et de joie. Mauvaise. Son image académique durement bâtie, la base de sa carrière, s'effondre d'un coup, réduite en poussière. Abattue, elle retourne à son bureau, ferme la porte et se laisse glisser au sol. Son mari l'appelle sans arrêt, mais elle n'ose pas répondre. Une suspension pour enquête l'attend sûrement, voire une sanction sévère ou un renvoi. Elle est finie. Sa carrière académique, sa réputation, sa famille, tout est fini. Et l'origine de tout cela? C'est cette folle nuit. Et le téléphone qu'elle a brandi avec excitation. Pour filmer Suantan. Elle a filmé la honte de Suantan. Et a signé elle-même son arrêt de mort. Ma vengeance. Telle une arme programmée avec précision, a frappé chaque cible sans la moindre erreur. Pas de violence physique. Pas d'insultes. Juste de froides règles juridiques. Et la dure réalité. Les intérêts se sont transformés en lames acérées, tranchant en silence. Et sans bruit leur vie si parfaite. La traque ne fait que commencer. Le vent glacé d'automne balaie les feuilles mortes, tourbillonnant devant le cabinet d'avocats en juin. Dans la salle d'attente, Suantan et sa mère sont assises en face de moi. Ou plutôt, en face de Zhu Zeng. Suantan a beaucoup maigri. Son visage autrefois rayonnant est désormais terne. Maître Zhu, dit la mère dessus d'une voix tremblante et flatteuse.
Brisant le silence, voyez-vous. Pour cette histoire de dot et de bijoux en or, peut-on en rediscuter avec Jingyang? Notre tentant a compris son erreur. Elle l'a vraiment comprise. Pourrait-on avoir un délai pour ces choses? Ou en rendre un peu moins? Zhu Zeng lève la main. Et fait un geste doux, mais ferme pour l'interrompre. Madame Su, je comprends vos difficultés. Mais s'il vous plaît, comprenez-le. La position de mon client, Monsieur Jingyang, est très claire. La restitution est une obligation légale. Il n'y a pas matière à négocier. Le corps de Suantan tressaille, sa voix est sèche. Et rauque. Maître Zhu. Je veux voir Jingyang. Je veux m'excuser en personne. S'il vous plaît, parlez-lui pour moi. Laissez-moi le voir, juste une fois. Les larmes aux yeux. Elle supplie humblement. Zhu Zeng soupire doucement. D'un ton toujours calme. Mademoiselle Su, je suis désolé. Monsieur Jin a clairement dit qu'il ne voulait pas vous voir. Une rencontre n'ajouterait que de la souffrance. Et n'aurait aucun sens. Et pour Lin Rao et les autres? Suantan s'accroche à son dernier espoir. C'est de leur faute. C'est Lin Rao qui m'a forcé à jouer à ce jeu. Ce sont elles qui m'ont ruiné. Si Jingyang veut se venger, il devrait s'en prendre à elle. Pourquoi me faire ça à moi? Je suis une victime. Le regard de Zhu Zeng se refroidit. Il se penche légèrement en avant. Mademoiselle Su, attention à vos mots. D'abord, personne ne vous a mis le couteau sous la gorge. Pour participer à ce jeu. En tant qu'adulte responsable de vos actes, vous devez assumer l'entière responsabilité de vos choix. Rejeter la faute sur les autres n'arrangera rien et montre un manque de responsabilité. Il fait une pause et d'un ton encore plus glacial. Ensuite, concernant mesdames Lin Rao, Shen Qian et Zhao Fei, cela n'a rien à voir avec cette affaire. Je vous conseille de plutôt concentrer votre énergie sur la manière de remplir vos obligations légales actuelles. Les mots de Zhu Zeng clouent le bec à Suantan. Elle perd toutes ses couleurs, son visage ne montrant plus qu'une pâleur gênée. Et si nous ne pouvons pas rembourser? Demande la mère dessus, la voix brisée par le désespoir. Zhu Zeng prend un document et le pousse vers elle. Voici une copie de la plainte et le brouillon de la demande de saisie conservatoire. Si Mademoiselle Su ne remplit pas ses obligations d'ici 7 jours, nous intenterons une action en justice et demanderons le gel de l'appartement, des comptes et de la voiture de Mademoiselle Su. Le tribunal les évaluera et les vendra aux enchères pour éponger la dette. Sa voix n'a aucune intonation. Il ne fait qu'énoncer une froide procédure légale. Non, pas l'appartement. Suantan hurle de terreur, c'est son dernier refuge. Je paierai, je rembourserai, maître Zhu. S'il vous plaît, donnez-moi encore un peu de temps. J'emprunterai, je vendrai des choses. Je vous rembourserai. Ne touchez pas à mon appartement. Zhu Zeng la regarde s'effondrer. Une lueur complexe, presque imperceptible, traverse ses yeux. Mais elle est vite masquée par un calme professionnel. Mademoiselle Su, le délai de 7 jours est stipulé dans la mise en demeure. Aujourd'hui est le dernier jour. Je vous conseille de vous dépêcher. Il se lève et fait un geste pour les inviter à sortir. Suantan et sa mère, effondrés, quittent le cabinet d'avocat. Le soleil froid de l'automne les éclaire, mais elles n'en ressentent aucune chaleur. Un désespoir immense et une impuissance totale les submergent, comme une marée glaciale. Ma froideur, tel un iceberg infranchissable, a complètement écrasé sa dernière once d'espoir. Où trouverait-elle plus d'1 million? Pendant ce temps, les 3 autres femmes luttent chacune de leur côté, au bord du gouffre. La société de Lin Rao fait l'objet d'une enquête officielle du fisc. Son bureau a été mis sous scellé. Elle se tient comme un fantôme en bas de son immeuble, écoutant ses employés réclamer leur salaire. Elle sent le monde entier s'effondrer autour d'elle. Elle m'appelle frénétiquement, mais ne tombe que sur une ligne morte. Elle a accouru au pied de mon entreprise, mais les vigiles impassibles l'ont refoulée. Elle pleure et hurle comme une furie dans la rue.
ne récoltant que les regards méprisants des passants. Et une expulsion encore plus musclée. Moi, l'homme qui était jadis si courtois avec elle. Je suis maintenant comme un dieu lointain, qui ne lui accorde pas même un regard de pitié. Shen Qian a signé les papiers du divorce. Serrant ses maigres bagages, elle a quitté ce qui fut son foyer. Le regard de Zhang sur elle était aussi froid que s'il regardait un tas d'ordures. Son centre de yoga a également reçu une amende fiscale, la forçant à mettre la clé sous la porte. D'une femme riche menant la belle vie. Elle est devenue une sans-abri. D'âge mûr, sans le sou et abandonnée. Elle erre dans les rues, perdue, ignorant de quoi demain sera fait. Zhao Fei a été officiellement suspendu par l'université pour enquête. Le scandale de ses fautes académiques a pris son envol, se propageant à toute vitesse dans le milieu. Elle est devenue la paria que tout le monde rejette. Bien que son mari n'ait pas demandé le divorce, son regard est plein de déception et de distance. L'atmosphère étouffante à la maison la suffoque. Elle se terre chez elle, n'osant ni sortir ni regarder son téléphone. Son titre de professeur associé, autrefois sa fierté, est désormais l'étiquette clouée sur son pilori. Ma vengeance s'est répandue comme une peste ciblée, s'infiltrant silencieusement dans chacun de leurs mondes, détruisant tout ce qui comptait pour elle. Carrière, famille, réputation, dignité. Les laissant agoniser jour après jour, goûter aux fruits amers de leurs propres actions. 7 jours ont filé impitoyablement, comme du sable entre les doigts. Le coucher de soleil du dernier jour atteint l'appartement de Suantan d'une couche. D'un orange triste et désolé. La pièce est en désordre, et ses objets de valeur sont entassés pêle-mêle au centre du salon. Suantan et ses parents sont assis autour, arborant la même pâleur cendrée. Ah, ce sac, la boutique de seconde main n'en donne que 25 000. Dit Suantan d'une voix rauque, serrant dans ses mains un sac Kelly tout neuf. C'était mon cadeau pour son anniversaire l'an dernier. Seulement 25 000 ? Il en coûtait près de 200 000 à l'achat. Soupire la mère dessus, le cœur brisé. Nous n'avons pu emprunter qu'environ 200 000 aux amis et parents. Murmure le père dessus en fumant sombrement. Le dos paraissant encore plus voûté. En comptant tout, on dépasse à peine les 500 000. Il manque encore plus de la moitié. Ce gouffre financier béant devant eux est comme une montagne infranchissable. Ding-dong. La sonnette stridente retentit soudainement comme un glas. Suantan tressaille, et le sac lui échappe des mains avec un bruit sourd. Ce qui devait arriver arriva. À la porte se tiennent 2 agents en uniforme du tribunal. L'air grave. Madame Suantan ? Nous sommes du bureau d'exécution du tribunal de Nanjiang. Voici l'avis d'exécution et l'inventaire de saisie. Des biens confisqués. L'agent tend le document. À Suantan, livide. Nous saisissons et gelons légalement l'appartement à Fanglignuan. Les comptes bancaires et le véhicule à votre nom. Veuillez coopérer. Et nous remettre les clés de la maison, du véhicule et les documents. Noir sur blanc. Le sceau rouge écarlate la frappe. Suantan regarde la liste, prise de vertige. Elle ouvre la bouche. Mais sa gorge est serrée comme par une main invisible. Monsieur, monsieur. Ne pouvez-vous pas être indulgent ? Nous rassemblons l'argent. Donnez-nous encore quelques jours. Implore la mère dessus en s'élançant, en larmes. Madame, calmez-vous je vous prie. Dit l'agent en retirant calmement son bras. Nous faisons notre devoir selon la loi. S'il vous plaît, coopérez. Le père dessus s'affale sur sa chaise. Le visage enfoui dans ses mains. Cet homme fier toute sa vie est à présent totalement brisé. Voyant le désespoir de ses parents, Suantan perd ses dernières forces. Elle se retourne mécaniquement, telle une marionnette. Prend les clés et les papiers dans le tiroir de l'entrée. Et les tend en tremblant. L'agent les prend. Et sort plusieurs scellés estampillés par le tribunal. Selon le règlement, vous pouvez emporter vos effets personnels. De première nécessité. Nous apposerons les scellés juste après. Lorsque les scellés blancs et éblouissants marqués d'un « saisi » sont fermement plaqués sur la porte avec un bruit sec, Suantan ne tient plus debout. Ses jambes lâchent, elle s'effondre au sol et fond en sanglots.
Sans maison, son dernier refuge a été scellé par mes soins. De la façon la plus froide et légale qui soit. La porte d'entrée sous scellée marque la fin de la vie paisible de Suantan. Tel un oiseau plumé, elle se recroqueville piteusement dans la vieille maison de ses parents. Ma froide vengeance, telle une vermine rongeant les os, la dévore à chaque instant. Elle n'ose pas sortir, craignant de croiser des connaissances. Son téléphone est devenu une patate chaude. À part les messages de recouvrement, ce sont les appels incessants de l'un et des autres. La voix de l'un rauque et folle. Suantan, putain tu m'as tué. Jingyang, ce fou, a détruit ma boîte. Je suis fini, je vais faire faillite, putain. Et même aller en prison. Tout ça à cause de toi. Dédommage-moi, rends-moi ma boîte. Les pleurs de chaîne qui en sont pleins de rancœur, ou entend. J'ai divorcé. J'ai perdu ma boutique, je n'ai plus rien. C'est ta faute, c'est toi qui as fait ça. Tu as gâché ma vie. La voix de Zhao Fei est morbide, empreinte de la torpeur de celle qui est brisée. Suantan, je suis suspendue. Je suis finie, ma vie est ruinée. Tu es contente? Sacrifier nos carrières et nos familles à toutes. Pour te payer une nuit de plaisir? Ça en valait la peine? Ces appels sont autant de coups de fouet qui flagellent le cœur de Suantan. Elle n'a pas la force de répliquer. Car elle-même, n'a-t-elle pas aussi été entraînée dans l'abîme? Ma vengeance est une destruction totale et indiscriminée. La pression mentale immense, telle une lourde meule, l'écrase jour et nuit. Elle a commencé à faire des nuits blanches, à ne plus pouvoir manger. En quelques jours, elle a encore maigri. Elle n'a plus que la peau sur les os. Ses yeux autrefois brillants sont devenus vides et ternes. Tantan, mange un peu de soupe. La mère dessus tient un bol de bouillie de riz, pleurant de chagrin. Suantan tourne brusquement la tête et esquisse un sourire pire que des pleurs. Maman, comment pourrais-je m'en sortir? J'ai perdu mon emploi. Jingyang a passé le mot. Quelle entreprise oserait m'embaucher? Ma réputation est ruinée. Je dois plus d'1 million. Comment faire? La mère dessus est effrayée par le désespoir dans les yeux de sa fille. Et, comment faire alors? Faut-il vraiment aller supplier Jingyang? Le supplier? Suantan a l'air d'entendre la meilleure blague du monde et se met à rire nerveusement. Elle rit. Et les larmes jaillissent. Maman, tu ne comprends pas? Il veut ma mort. Il veut me voir souffrir le martyre. Il a réussi. Elle plonge violemment la tête dans les couvertures, poussant le hurlement d'une bête blessée. Voyant la souffrance de sa fille, le cœur de sa mère saigne, et ses larmes de vieille femme coulent à flots. Cette famille a été complètement anéantie par cette folle nuit de célibat, entraînée dans un abîme sans fond. Tel un spectateur glacial, j'observe tout cela, savourant ses luttes sans issue et ses gémissements. Tribunal civil du tribunal populaire du district de Nanjiang. L'immense emblème national trône en hauteur, solennel et majestueux. Suantan est assise au banc des accusés, portant un vieux manteau délavé. Elle garde la tête baissée, tremblant légèrement de façon incontrôlable. Elle n'ose pas lever la tête, ni regarder la place du plaignant. Restée vide en face d'elle. Je ne suis pas venue. Je n'ai même pas daigné me présenter. Pour assister à sa chute totale. Cette indifférence absolue, pire que n'importe quelle humiliation publique, la transite d'un froid encore plus glacial. L'audience est ouverte, déclare le juge principal en abattant son marteau. La chambre civile du tribunal de Nanjiang juge publiquement aujourd'hui l'affaire du plaignant Jinyan contre l'accusé Suantan concernant un litige de biens-fiancés. Zhu Zeng se lève, d'une voix calme et forte. Monsieur le juge, messieurs les assesseurs. Mon client, le plaignant Jinyan, et l'accusé Suantan étaient liés par des fiançailles. Il expose les faits avec clarté et présente des preuves accablantes. Chaque preuve est comme une lourde pierre qui s'abat sur le cœur de Suantan. Cependant, la veille de leur mariage, lors de son enterrement de vie de jeune fille, l'accusé a commis
Des actes portant gravement atteinte aux mœurs et à l'ordre public, causant un énorme préjudice moral au plaignant. Ce comportement a conduit le plaignant à annuler unilatéralement les fiançailles à l'aube du jour suivant. Les paroles de Zhu Zeng s'arrêtent là. Mais les mots énormes, préjudice moral, la marque au fer rouge, la faisant mourir de honte. L'accusé se doit donc de restituer tous les biens offerts par le plaignant en vue de ce mariage. C'est au tour de l'accusé de répondre. L'avocat de surentant se lève, tentant une dernière manœuvre. Votre honneur, nous admettons avoir reçu les fonds et les biens. Mais, l'accusé ne les conserve pas de mauvaise foi. Nous prions le tribunal de considérer la situation réelle et de réduire le montant à restituer. Sa plaidoirie est faible et ne tient pas la route. L'instruction, les débats, chaque étape est pour surentant un supplice de la mort à petit feu. Lorsque le juge déclare la séance est suspendue, la cour se retire pour délibérer. Surentant s'effondre presque. Elle sait que son sort est scellé. Après une courte suspension, le juge reprend sa place et frappe de son marteau. La cour civile du tribunal de Nanjiang a délibéré sur cette affaire et rend le jugement suivant. Un silence de mort règne dans la salle. La cour estime que le plaignant, en vue de conclure un mariage avec l'accusé, lui a fait don d'une forte somme et de bijoux en or de valeur. Étant donné que la conduite inappropriée de l'accusé la veille des noces a entraîné la rupture des fiançailles par le plaignant, la possession continue de ses biens par l'accusé n'a plus de fondement légal et constitue un enrichissement sans cause. Ils doivent donc être restitués par la loi. La défense de l'accusé, arguant des frais de vie commune et d'un préjudice moral, est infondée en droit. Et la Cour ne la retient pas. Par conséquent, selon le Code civil de la République populaire de Chine, nous condamnons. Le cœur de Surentant s'arrête de battre. Elle ferme les yeux de toutes ses forces. Dans l'attente du verdict final, premièrement, l'accusé, Surentant, devra restituer, dans les 15 jours suivant ce jugement, la dot au plaignant Jingyan pour un montant de plus d'1 million de yuan. Deuxièmement, l'accusé Surentant devra, dans les 15 jours suivant ce jugement, restituer au plaignant Jingyan une paire de bracelets en or, un collier en or, et une paire de boucles d'oreilles en or. Troisièmement, les frais de justice et de saisie seront à la charge de l'accusé, Surentant. Le marteau sabbat, ce son lourd comme un glas qui résonne dans la tête de Surentant, anéantissant sa dernière illusion. Elle a perdu, vaincue à plate couture, anéantie. La loi est devenue l'épée la plus tranchante entre mes mains, exécutant ma volonté avec précision, la clouant sur la croix de la honte et des dettes. Le procès est terminé. Des pleurs étouffés de la mère dessus s'élèvent du public. Surentant sort du tribunal en titubant. La lumière crue du soleil lui fait mal aux yeux. Elle lève la tête. Et dans son hébétude, elle croit voir au coin de la rue un SUV noir familier, aux vitres fermées, à travers lesquelles un regard glacial semble poser sur elle. C'était moi, je suis venu. J'étais là. Je l'ai vu être condamné de mes propres yeux et plongé dans l'abîme. Une terreur et un désespoir immense la saisissent d'un coup. Elle ne tient plus, sa vue se brouille, et elle s'effondre doucement en avant. Le verdict, tel un fer rouge, a anéanti le dernier espoir de la famille issue. 15 jours, c'est comme un ultimatum de mort. Vendant tout ce qui pouvait l'être, siphonnant la pension de ses parents, empruntant à tous les proches possibles, Surentant a enfin réuni la somme colossale qui ruinerait toute une famille. En franchissant à nouveau les portes du cabinet en juin, elle se sent comme une prisonnière marchant vers l'échafaud. L'assistant de Zhu Zeng l'accompagne dans la salle d'attente familière. Cette fois, j'y suis déjà. Je suis assis sur le canapé près de la fenêtre, l'air détendu. Mon costume sur mesure gris foncé souligne ma haute silhouette. Mon profil est froid et dur, et mon regard porte par la fenêtre, sans bouger d'un cil à son arrivée. La lumière filtre à travers les stores, projetant des ombres et des lumières sur moi.
accentuant cette aura glaciale et inaccessible qui m'entoure. Les pas de Suantan s'arrêtent à la porte. Son cœur cesse presque de battre. En seulement quelques mois. C'est comme si j'étais un autre homme. La tendresse qui remplissait autrefois mes yeux, quand je la regardais, a complètement disparu. Il n'y a plus qu'un abîme glacial, dégageant une pression étouffante. Jing. Jingyan, dit-elle avec difficulté. D'une voix rauque et sèche. Avec un tremblement humble. Je tourne lentement la tête. Et pose mon regard sur elle. Comme un projecteur froid. Dénué de toute émotion. Avec seulement une condescendance calculatrice. Mon regard balaie son vieux manteau mal ajusté. Son visage pâle et fatigué. Et s'arrête enfin sur ce qu'elle serre fort. Un vieux sac en toile bombée. L'argent et les bijoux. Suantan frissonne sous mon regard. Et instinctivement, elle pose le sac en toile et l'écrin de velours contenant les bijoux. Sur la table basse. Avec un geste presque craintif. Elle n'ose pas s'asseoir. Restant debout comme une prisonnière attendant son jugement. Mon regard s'attarde un instant sur le sac et l'écrin. Sans y toucher. Je lève légèrement le menton. Pour faire signe à Zhu Zeng. Zhu Zeng s'avance immédiatement. Et pousse un document préparé à l'avance. Devant Suantan. Mademoiselle Su. Voici l'accord confirmant le remboursement de la dette et des biens. Veuillez vérifier les montants et les articles. Et signer dans la case de la partie B. D'une main tremblante, Suantan prend le document. Noir sur blanc. Froid et clair. Chaque mot lui pique les yeux comme une aiguille. Elle prend le stylo. Mais la pointe reste suspendue au-dessus de la case, sans s'abaisser. L'immense humiliation et la douleur la submergent comme une marée. Elle lève la tête et me regarde. Les larmes lui montent follement aux yeux. D'une voix brisée par les sanglots, Jingyan. Je t'ai rendu l'argent et tes affaires. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû me laisser emporter. Ni écouter leurs provocations. Je le regrette. Je t'en supplie, regarde. Nos années passées ensemble. Et épargne-moi. Épargne l'Inrao et les autres aussi. Elles ont déjà été punies. C'est assez, c'est vraiment assez. Je t'en prie, arrête tout. Elle m'implore humblement, en balbutiant. Essayant d'éveiller en moi, par ses larmes et son repentir. Ne serait-ce qu'une once de notre ancienne affection. J'écoute en silence. Mon visage impassible. Sans sourciller. Jusqu'à ce qu'elle finisse de pleurer. Que je prends lentement la parole. Ma voix n'est pas forte. Mais elle tranche comme une lame glacée. Déchirant nettement l'air. Elle brise aussi net sa dernière illusion. L'affection. Je souris légèrement. Un sourire froid et ironique. Mon regard n'est plus qu'une lueur glaciale. Dès l'instant où tu as déboutonné ton col. Et envoyé ce message. Il ne reste plus qu'une dette entre nous. Mon regard se pose sur le document. Avec une pression incontestable. Signe. Ce mot, froid et catégorique. Ne laisse aucune place à la négociation. Suantan me regarde. Et devant la froideur et la résolution dans mes yeux. Son dernier espoir s'éteint complètement. Elle comprend enfin. Que ses larmes et ses remords ne valent rien pour moi. Sa souffrance. Son repentir. À mes yeux. Ne sont probablement que des condiments insignifiants. Dans ce festin de vengeance. Son cœur se meurt. Elle détourne le regard. Baisse la tête, et de grosses larmes tombent. Sur le papier blanc de l'accord. Formant de petites taches sombres. Elle se mord violemment la lèvre inférieure. Et serre ce lourd stylo de toutes ses forces. À la place du signataire. Elle écrit son nom, un trait après l'autre, avec force. La plume glissant sur le papier. Émet un bruit de grattement. Comme le son d'une vie qui se déchire. En terminant le dernier trait. Peut-être à cause de la force employée. Avec un crissement. La plume métallique acérée. Transperce la feuille épaisse. Et y fait un trou. Ce petit trou. Apparu si soudainement à côté de sa signature. Est comme un point de désespoir silencieux. Je regarde froidement ce trou. Puis sa signature. Et enfin ses joues striées de larmes.
Ensuite, je me lève. Sans un autre regard pour elle. Ni pour le sac en toile sur la table. Ni pour l'écrin. Comme s'il ne s'agissait que de deux vieux déchets. Je me dirige vers la porte. D'un pas ferme. Sans m'y attarder. Zouzem récupère vite l'accord signé. Et me suit à grands pas. La lourde porte de la salle d'attente se referme silencieusement derrière moi, séparant nos deux mondes. Suantan reste là, debout, seul, serrant encore le stylo. Sur la table basse, il y a ce vieux sac contenant les économies d'une vie de sa famille. Et cet écrin en or, symbole de la douceur passée, qui n'est plus qu'une cruelle ironie. Dehors, le soleil brille encore. La circulation est dense. Mais son monde, derrière mon dos qui s'éloigne, a plongé dans une nuit éternelle et glaciale. Les flammes de la vengeance se sont éteintes, ne laissant derrière elles que des cendres froides. Se termine sous les cendres glaciales éparpillées.